Bonjour chers auditeurs, c'est Olympiade de Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2021. Vous êtes à l'écoute du service français de Olympiade Radio. Voici maintenant les informations présentées par Pankri Bhatt. Tout d'abord, les grands titres. Les pays du monde entier célèbrent le Nouvel An 2021 avec des feux d'artifice. Le président, le vice-président et le premier ministre ont adressé leurs salutations au peuple à l'occasion du Nouvel An 2021. Dans son message, le président Ramnath Kovind a déclaré que chaque nouvelle année est l'occasion de prendre un nouveau départ et met l'accent sur la volonté de développement individuel et collectif. Le vice-président, M. Venkaiah Naidu, a déclaré que le Nouvel An est une occasion qui renforce un esprit d'optimisme, d'espoir et de bonheur. Le Premier ministre Narendra Modi a salué les gens à l'occasion du Nouvel An en 2021. Dans un tweet, M. Modi espère que cette année apportera santé, joie et prospérité. Il espérait également que l'esprit d'espoir et de bien-être prévaudrait. Dans toute l'Inde, les gens font leurs adieux à 2021. Les pays du monde entier ont accueilli 2021 avec des feux d'artifice, mais la foule n'était autorisée qu'à certains spectacles. La Nouvelle-Zélande a été l'un des premiers pays au monde à fêter le Nouvel An. Des feux d'artifice ont explosé au-dessus du parc Hagley à Christchurch pendant les célébrations du Nouvel An. Des feux d'artifice explosent au-dessus de l'Opéra de Sydney et du Harbour Bridge, alors que les célébrations du Nouvel An commencent en Australie. 1 million de personnes se pressent habituellement dans le port de Sydney pour assister aux feux d'artifice annuels. Mais cette année, les autorités ont conseillé aux fêtards de regarder les feux d'artifice à la télévision dans le cadre de Covid-19. Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée d'Australie, a annulé ses feux d'artifice. Taïwan a organisé son habituel feu d'artifice près de la tour Taipei 101, emblème de la capitale. La Thaïlande a inauguré la nouvelle année avec un feu d'artifice au centre commercial Econ Siam de Bangkok. Le pays avait interdit les grands rassemblements et les manifestations dans tout le pays afin de contenir la pire épidémie de coronavirus jamais observée. Les autorités de Hong Kong ont annulé les feux d'artifice au-dessus du port de Victoria, ainsi que le défilé annuel du Nouvel An lunaire emblématique du pays en février. Cela fait de 2021 la deuxième année consécutive que la ville n'a pas pu assister aux célébrations annuelles habituellement somptueuses. Le Japon a fêté le Nouvel An sans son événement annuel au cours duquel l'empereur Naruhito et d'autres membres de la famille impériale saluent le public. À Tokyo, non seulement les trains de nuit ont été annulés la veille de Nouvel An, mais plusieurs des grandes fêtes du compte à rebours, des concerts et autres rassemblements saisonniers de la ville ont également été annulés, notamment la célèbre fête de Shibuya Scramble Crossing. Une cloche a sonné au temple Sensoji. En Russie, le président Vladimir Poutine a transmis son message annuel disponible en ligne. L'Inde condamne fermement l'attaque de l'aéroport d'Aden. L'Inde a fermement condamné l'attaque de l'aéroport d'Aden à l'arrivée des membres du cabinet du gouvernement récemment formé. Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Inde exprime ses sincères condoléances au peuple et au gouvernement du Yémen, ainsi qu'aux familles des personnes tuées dans l'attentat. Le ministère a déclaré que le meurtre de civils innocents est inacceptable et ne peut être justifié pour quelque raison que ce soit. L'Inde espère que ces récents efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité au Yémen se poursuivront en vue d'un règlement négocié et inclusif. Les conditions de vague de froid s'intensifient dans le nord de l'Inde. Les conditions de vague de froid s'intensifient dans les États du nord du pays. Le département météorologique a déclaré que les nouvelles perturbations occidentales auront un impact sur l'Himalaya occidental ainsi que sur les régions avoisinantes. La vague de froid va donc se poursuivre dans le nord de l'Inde à l'approche du Nouvel An. Avec ces changements de temps, de légères pluies ou des chutes de neige sont prévues vers dimanche.
Cette vague devrait durer jusqu'au 6 janvier. Au cours des prochaines 48 heures, la vague de froid va balayer l'Himachal Pradesh, le Punjab, l'Haryana, le Chandigarh, UP, le Rajasthan, le Western UP et Delhi. Le département météorologique prévoit un brouillard dense ou très dense dans certains proches sur le Punjab, l'Haryana, Chandigarh, Delhi et l'Uttar Pradesh, et un brouillard dense dans les poches isolées sur le Bihar, l'Assam et le Meghalaya, le Nagaland, le Manipur, le Mizoram et le Tripura au cours des 2 prochains jours. L'Uttarakhand et l'ouest du Madhya Pradesh connaîtront un brouillard dense ou très dense dans certaines poches au cours des prochaines 24 heures. Le taux de récupération de Covid-19 du pays s'améliore pour atteindre 96,8%. Le taux de guérison de Covid-19 dans le pays s'est amélioré pour atteindre 96,08%. Plus de 23 000 patients Covid s'étant rétablis au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé a déclaré que le nombre total de guérissants est passé à plus de 9 883 000. Actuellement, le nombre total de cas actifs dans le pays est d'environ 254 000. Au cours des dernières 24 heures, 1036 nouveaux cas ont été signalés, portant le nombre total de cas positifs dans le pays à plus de 10 200 000. Au cours des dernières 24 heures, 256 décès ont été signalés, portant le nombre total de cas positifs dans le pays à 148 994. Le Pakistan arrête 30 personnes suite à l'attaque d'un temple hindou. La police pakistanaise a arrêté 30 personnes lors de raids nocturnes le lendemain de l'incendie d'un temple hindou dans la région de Karak, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord-ouest du pays, a déclaré la police. L'attaque du temple mercredi dans la ville de Karak, à environ 100 km au sud-est de la capitale provençale Peshawar, a été condamnée par les militants des droits de l'homme et la communauté hindoue minoritaire. La police locale a déclaré qu'elle avait arrêté 30 personnes, la plupart appartenant à un parti islamiste radical, lors de raids nocturnes et que d'autres raids étaient en cours pour arrêter les personnes qui ont participé ou provoqué la foule à l'attaque du temple. Parmi les personnes arrêtées figure un dirigeant central du parti radical Jamaat Ulema et Islam, Ahmad Salam Khattak. Le juge en chef du Pakistan s'est montré très préoccupé par ce tragique incident et a fixé l'affaire devant le tribunal le 5 janvier à Islamabad, selon la déclaration. Le tribunal a ordonné à la Commission des droits des minorités, au secrétaire en chef du Pakistan et à l'inspecteur général de la police du Pékin de se rendre sur place et de présenter un rapport le 4 janvier. Le Soudan reprend le contrôle total de la frontière avec l'Éthiopie. Le ministre soudanais des Affaires étrangères affirme que l'armée a repris le contrôle de toutes les terres situées le long de la frontière qui avaient été prisées par les agriculteurs éthiopiens. Le ministre Omar Omareddin a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse à Khartoum que les frontières ont déjà été délimitées. Il ne reste plus qu'à augmenter les panneaux frontaliers. Les tensions entre les deux pays se sont exacerbées dans la région d'Al-Fashqa, à la frontière où les agriculteurs éthiopiens cultivent les terres fertiles revendiquées par le Soudan. La région a connu des affrontements sporadiques au fil des ans, mais de nouveaux combats ont éclaté en novembre lorsque le gouvernement fédéral a envoyé des troupes dans la région voisine du Tigré en Éthiopie contre les autorités régionales. Environ 50 000 réfugiés éthiopiens ont traversé la frontière pour échapper au combat. Dans son discours du Nouvel An, le président de Taïwan offre à nouveau un rameau d'olivier à la Chine. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, déclare que son pays est prêt à avoir des discussions significatives avec la Chine sur un pied d'égalité
tant que celle-ci est disposée à mettre de côté la confrontation. S'exprimant au bureau présidentiel, Tsai a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, l'activité militaire chinoise à proximité de Taïwan a menacé la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. S'exprimant au bureau présidentiel, Tsai a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, les activités militaires chinoises près de Taïwan ont menacé la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Elle a déclaré que tant que les autorités de Pékin sont déterminées à désamorcer l'antagonisme et à améliorer les relations entre les deux rives du détroit, conformément aux principes de réciprocité et de dignité, nous sommes disposés à promouvoir conjointement un dialogue significatif. Le ministère des Affaires étrangères iranien déclare que l'administration Trump tente de fabriquer des faux semblants pour attaquer l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a accusé hier le président américain Donald Trump de tenter de fabriquer des faux semblants pour attaquer l'Iran. Il a déclaré que Téhéran se défendrait avec force. Zarif a déclaré dans un tweet qu'au lieu de combattre le Covid aux États-Unis, Donald Trump et ses cohortes gaspillent des milliards pour faire voler des avions afin d'envoyer des armadas dans la région. Les renseignements en provenance d'Irak indiquent un complot pour fabriquer des prétextes de guerre. L'armée américaine a fait voler 2 bombardiers B-52 à capacité nucléaire au Moyen-Orient dans un message de dissuasion à l'Iran mercredi, mais les bombardiers ont depuis quitté la région. Le Pentagone a annoncé hier que la force avion Nimitz, qui se trouvait au large des côtes somaliennes, se dirigeait vers son port d'attache. Auparavant, en activité au Moyen-Orient, certains responsables américains ont déclaré que cette décision pouvait être considérée comme une tentative de réduire les tensions dans la région. Washington blâme la milice soutenue par l'Iran pour les attaques régulières à la roquette contre les installations américaines en Irak, y compris près de l'ambassade. Aucun groupe connu soutenu par l'Iran n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques. La coalition dirigée par les Saoudiens frappe la capitale du Yémen après que les attaques sur Aden aient été reprochées aux Houthis. Les avions de la coalition soudienne ont frappé les cibles à Sanaa, la capitale du Yémen, tenue par les Houthis, hier en représailles aux attaques de la veille dans la ville portuaire d'Aden, au sud du pays, où 22 personnes ont été tuées. La coalition a accusé le mouvement Houthi qu'elle combat depuis 6 ans d'avoir organisé l'attaque de l'aéroport d'Aden et d'une seconde attaque contre le palais présidentiel. Selon les habitants, les frappes aériennes de la coalition ont touché hier l'aéroport de Sanaa et plusieurs autres sites dans la ville et ses environs. De fortes explosions ont été entendues et d'avions de guerre ont survolé la ville pendant plusieurs heures, ont-ils déclaré. La télévision Masira, dirigée par Houthi, a déclaré que les avions ont frappé au moins 15 endroits dans différents quartiers de la capitale. Aucune victime n'a été signalée dans les médias. L'Australie change d'hymne national pour refléter les liens avec l'unité. Les Australiens chanteront une version différente de leur hymne national à partir du 1er janvier, après que le Premier ministre Scott Morrison ait annoncé hier un changement de parole. L'hymne ne fera plus référence à l'Australie comme étant jeune et libre, afin de refléter la longue histoire indigne du pays. L'annonce a été une surprise, mais a été bien accueillie par les ensembles du gouvernement. M. Morrison a déclaré qu'il espère que ce changement créera un esprit d'unité. L'Australie a été habitée pendant des dizaines et milliers d'années avant d'être colonisée au XVIIIe siècle par des colons anglais majoritairement blancs. Au début de cette année, le chef de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, le Premier ministre Gladys Berejiklian, a suggéré le changement en disant que la formulation actuelle
ignorer la fière culture des Premières Nations d'Australie. L'ONU condamne l'Iran pour l'exécution de mineurs. L'ONU a condamné l'Iran pour l'exécution d'un homme pour un crime qu'il aurait commis alors qu'il avait 16 ans. Mohammad Hassan Razaei, âgé de 30 ans, a été mis à mort hier. Son bureau des droits de l'homme a déclaré que Razaei avait été arrêté en 2007 pour avoir poignardé un homme de façon mortelle. Il a déclaré avoir été condamné sur la base d'aveux forcés. Il avait prévenu que l'exécution de la sentence représenterait une attaque odieuse contre les droits des enfants. Après l'annonce de l'exécution de Razaei, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, Michelle Bachelet, a publié une déclaration dans laquelle elle condamne fermement l'action de l'Iran. 3 autres enfants délinquants ont été exécutés par l'Iran cette année, selon le HCDH. Au moins 91 sont détenus dans le couloir de la mort dans les prisons iraniennes, selon le bureau. L'exécution de Razaei survient quelques semaines après 2 autres affaires très médiatisées en Iran qui ont attiré la condamnation internationale. L'une d'entre elles était celle d'un lutteur condamné pour meurtre. Gibraltar obtient l'accord du Royaume-Uni et de l'Espagne pour maintenir ouvert le poste frontière de Brexit. L'Espagne a conclu un accord avec le Royaume-Uni afin de maintenir la libre circulation en destination et en provenance de Gibraltar lorsque le Royaume-Uni quittera officiellement l'UE aujourd'hui. Pour éviter une frontière difficile, Gibraltar rejoindra l'espace Schengen de l'UE et suivra d'autres règles de l'UE, tout en restant un territoire britannique d'outre-mer. L'accord a été annoncé par le ministère espagnol des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, quelques heures avant que le Royaume-Uni ne quitte l'UE. The Rock a voté Remain en 2016 et environ 15 000 travailleurs espagnols s'y rendent chaque jour. González a déclaré qu'avec l'accord, la clôture est supprimée. Schengen est appliqué à Gibraltar et permet la levée des contrôles entre Gibraltar et l'Espagne. Les Gibraltariens sont des citoyens britanniques. Ils élisent leurs propres représentants à la Chambre d'Assemblée du territoire, tandis que le monarque britannique nomme un gouverneur. Le territoire abrite une garnison militaire et une base navale britannique. Il est autonome dans tous les domaines sauf la défense et la politique étrangère. Chers auditeurs, c'était notre bulletin d'information. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur l'Inde commence le 8e mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 1er janvier 2021, l'Inde a entamé son 8e mandat élu de 2 ans au Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis son premier mandat en 1950, chaque élection est due aux voix de plus de 2/3 des membres de l'Assemblée générale des Nations unies. En revanche, une approbation électorale démocratique aussi écrasante n'a jamais été obtenue jusqu'à présent par aucun des 5 membres permanents ou P5 pour leur siège au Conseil de sécurité. L'impact de l'Inde au Conseil de sécurité dépendra de 2 questions. La première est la manière dont le Conseil de sécurité prend ses décisions. Ce processus est dominé par le privilège de veto du P5, utilisé 293 fois depuis 1946. L'impasse dans la prise de décision due à l'utilisation du veto a souvent entraîné des coûts humains tragiques. L'exemple le plus récent est l'impasse entre les États-Unis et la Chine au début de 2020, qui a empêché l'adoption en temps important d'une résolution du Conseil pour soutenir politiquement une réponse de l'ONU à la pandémie de COVID-19. La manière dont l'Inde traite ses intérêts auxquels s'opposent les membres du P5
qui exerce leur veto sera un test décisif pour ses aspirations en tant que puissance mondiale émergente. Le deuxième problème est la capacité de l'Inde à obtenir des résultats sur les 3 priorités qu'elle a identifiées lors de sa campagne électorale pour les élections au Conseil de sécurité. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme en appliquant les résolutions du Conseil de sécurité, l'utilisation efficace des missions de maintien de la paix des Nations Unies et permettre l'utilisation de la technologie avec une touche humaine. Ces questions feront partie de l'ordre du jour plus large au Conseil de sécurité et l'Inde doit établir un réseau efficace avec d'autres membres pour atteindre ces objectifs. En 2013, l'Afghanistan s'est écarté en faveur de l'Inde pour les élections au Conseil de sécurité en 2000. Aujourd'hui, l'Inde et l'Afghanistan sont confrontés à la perspective de parrainage des figures du terrorisme dirigé contre leurs intérêts. En tant que principal partenaire d'aide au développement de l'Afghanistan, l'Inde doit intégrer les préoccupations de l'Afghanistan dans toute initiative qu'elle prend pour faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Le succès de l'Inde exigerait l'appui du P5 qui a fait preuve de divers niveaux d'ambivalence dans la poursuite du terrorisme émanant de la région afghane et pakistanaise en raison de ses intérêts régionaux et géopolitiques. L'interdépendance acceptée entre la paix, la sécurité et le développement permet à l'Inde de créer un espace diplomatique grâce à des partenariats au sein du Conseil pour jouer un rôle d'avenir sur des questions telles que le maintien de la paix des Nations Unies. En devenant l'un des rédacteurs des mandats de maintien de la paix des missions des Nations Unies en Asie et en Afrique, l'Inde peut chercher à donner la priorité à l'utilisation des soldats de la paix de l'ONU comme artisans de la paix, en particulier pour renforcer les institutions nationales de défense. L'expérience des femmes pionnières des forces de maintien de la paix de l'ONU au Libéria et au Soudan du Sud peut devenir un modèle pour des mandats du Conseil de sécurité afin de refléter des questions telles que les femmes, la paix et la sécurité et la protection des civils. De même, avec une vaste expérience de l'utilisation des technologies numériques au service de l'émancipation humaine et du développement, l'Inde est bien placée pour prendre la tête des débats du Conseil sur le rôle des technologies de l'information et des communications pour la paix, la sécurité et le développement international. Le plaidoyer de l'Inde en faveur d'une approche holistique utilisant l'agenda 2030 pour le développement durable peut compenser la polarisation unidimensionnelle actuelle du pays sur les questions de cybersécurité qui peut potentiellement entraîner une fragmentation conflictuelle de l'ordre mondial numérique émergent au détriment des efforts de développement durable. Élu dans la circonscription Asie-Pacifique, l'Inde devrait être active sur les questions de l'Asie-Pacifique déjà inscrites à l'ordre du jour du Conseil. Il s'agit notamment de l'Afghanistan, de l'Iran, du Yémen, de la Syrie et de la question palestinienne. Cela commencera l'inefficacité affichée jusqu'ici par les seuls membres permanents de l'Asie et du Pacifique au Conseil sur les questions. Dans ses 3 principaux discours à l'ONU en 2008, le Premier ministre Narendra Modi a identifié le multilatéralisme réformé comme une priorité fondamentale pour l'Inde en tant que partie prenante majeure des Nations Unies. Cela nécessite d'associer la campagne relancée de l'Inde pour la réforme du Conseil de la sécurité à l'Assemblée générale, à ses actions au Conseil de sécurité, qui est appelé à répondre aux défis de plus en plus multidimensionnels de la paix et de la sécurité internationale. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Vous venez d'écouter le commentaire rédigé en anglais par l'ambassadeur Ashok Kumar Mukherjee, ancien représentant permanent de l'Inde auprès de l'Organisation des Nations Unies, traduit par Savita Pitaneja, responsable du service français de SDIR, et présenté par Pankuri Bhatt. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité.